Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Il y a beaucoup de gens qui sont en excès de poids important. On parle de pandémie d'obésité, là, des IMC au-delà de 30. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont en attente d'une chirurgie bariatrique. Hein. Les attentes, je ne sais pas, j'ai hâte d'en parler avec mon expert, mais il y a quelqu'un qui va venir dans un autre épisode qui a attendu 6 ans. 6 ans, sa chirurgie. D'autres hésitent parce que bon, c'est une grosse chirurgie, c'est quoi les conséquences à long terme? Je ne pourrai plus jamais manger un repas normal. Pour répondre à tout ça, on rencontre le chirurgien Pierre Garneau. C'est un expert, un grand spécialiste que j'ai eu le bonheur d'interroger sur un Facebook Live que j'ai fait. Après une spécialisation en traumatologie, Dr Garneau se consacre depuis 2015 à la chirurgie bariatrique. C'est le chef de département de chirurgie du CIUS du Nord de l'île de Montréal, donc à l'hôpital Sacré-Cœur principalement, professeur à l'Université de Montréal, secrétaire de l'Association canadienne des médecins et chirurgiens bariatriques. Un CV long de même, mais vous allez voir, il est tellement simple. Et Pierre, bienvenue sur mon balado. Tellement heureuse de t'accueillir. Je me permets de te tutoyer. On se connaît quand même depuis des années. Merci Isabelle. Là, on part à la base. Là. À qui ça s'adresse, la chirurgie bariatrique? C'est-tu des IMC de plus de 30, plus de 35 avec sans comorbidité, par exemple? Écoute, la question est super bonne parce que là, tu vois, dans la dernière année, donc en 2022, il y a eu un changement, une mise à jour dans les directives. Les directives dataient de 1991. Il n'avait jamais changé. Il était temps que ça change. Il était temps que ça change. Donc, si on remonte les chiffres qu'on voit encore régulièrement, c'était que le patient qui avait un IMC 40 et plus ou 35 et plus avec comorbidité. On parle de diabète, haute pression, apnée du sommeil. Donc, on a passé 30 ans avec les mêmes indications. On se rend compte qu'avec le temps, le besoin était là, surtout pour le côté métabolique. Parce que je dirais que le mot bariatrie est en train de disparaître. On est en train de remplacer ça par le mot métabolique. Okay? Parce que on se rend compte que c'est de plus en plus une maladie métabolique. Et on n'adresse pas uniquement le problème du poids, mais on adresse aussi le problème de santé avec les maladies associées. Donc, tout ce qui s'appelle diabète, haute pression, apnée, etc. Fait que là, ce qui est arrivé nécessairement, l'avancement de la chirurgie a fait aussi que les complications ont diminué. Les chirurgies deviennent un peu plus simples que ce qu'on faisait il y a longtemps. Moins invasif. Moins invasif, exactement. On fait ça toujours à peu près par laparoscopie. Donc, on est capable d'offrir la chirurgie avec un taux de complication quand même assez relativement bas, mais on va aller chercher le bénéfice. Puis tout ça a commencé, je te dirais, Isabelle, beaucoup avec le diabète. Parce qu'on a commencé à être vraiment plus agressif avec les patients diabétiques pour leur offrir une chirurgie qu'on appelle maintenant métabolique. C'est la même opération, mais on l'a fait principalement dans un but de contrôler le diabète. Donc, maintenant, les nouvelles indications, ce qu'on disait tantôt, de 40 et plus ou de 35 avec comorbide, mais là, on peut quasiment retrancher 5. Donc, on peut, à partir de 35, sans facteur comorbide, penser à une chirurgie bariatrique. Et ce qui est clair maintenant, même les 30 et plus avec du diabète, ils vont bénéficier de la chirurgie bariatrique. Est-ce que c'est l'arrivée des nouvelles molécules de type Ozempic qui ont quand même un succès très significatif sur la perte de poids qui fait que ça l'a incité à changer les recommandations pour être plus accessible? Non, parce que je te dirais que le travail avait été fait en amont depuis longtemps. Okay? Puis, on s'en était rendu compte, on le savait, parce que si on regarde les populations, on se rendait compte qu'exemple, la population asiatique, on va offrir la chirurgie à un niveau plus bas. On le savait ça depuis longtemps. Il y avait énormément de publications dans la littérature qui démontraient qu'un patient d'origine asiatique, diabétique, on baissait notre critère d'éligibilité et on se rendait compte qu'on avait de l'efficacité pour traiter le diabète. Parce que c'est ça l'objectif. Alors oui, là, la médication vient s'interposer, mais le processus d'améliorer ou d'offrir à des gens avec des EMC plus bas était déjà entamé. Puis on peut s'attendre à quoi en termes de perte de poids sur 1 an, par exemple? OK. Maintenant, ce qu'on aime bien faire maintenant, c'est regarder le poids total. On va y aller par pourcentage. OK? Donc, au lieu de dire que le patient il a perdu, exemple, 5 10 on va dire que le patient, 15 livres ou 10 livres ou 100 livres, on va y aller avec un pourcentage. Ça va? Ben oui, parce que le pourcentage, c'est ce qu'on vit. Normalement, on dit 5 à 10 du poids. Ben, tu as déjà des bénéfices, justement, sur la santé métabolique.
Exact. Alors là, tu vois, c'est un bon chiffre. Alors, en partant, nous, de la chirurgie métabolique, d'emblée, on a toujours à peu près 20% à 25%. Même avec la sleeve, qui est la chirurgie la plus simple, qui est une chirurgie de restriction, d'emblée, le patient va aller chercher 20-25% du poids total en amélioration. Alors, si je complexifie, la chirurgie qui a un bypass ou une dérivation bio-pancréatique, là, je vais être capable de monter à des 30 et même à des 35%. C'est supérieur à l'Ozempic puis aux nouvelles molécules aussi, là. Oui. Ben, les nouvelles molécules, il y en a qui ne sont pas encore sur le marché. Je veux dire qu'il y en a quelques-unes qui s'en viennent, on les appelle les prospects. Et les prospects, ils vont avoir quand même une efficacité intéressante. Tu sais, nous, comme chirurgiens bariatriques, la médication, on n'est pas contre. Hein. Pour moi, c'est un outil que j'utilise de plus en plus avec nos patients parce que tu as des patients, exemple, qui n'auront pas atteint l'objectif de perte de poids. Et là, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on va réopérer, faire une chirurgie complémentaire? On sait que chacune des réinterventions chirurgicales vient avec son lot de, pas nécessairement de complications, mais on rend la chirurgie plus complexe, on rajoute des vitamines. Là, la médication devient un outil de travail intéressant. Et d'autant plus maintenant qu'on se rend compte qu'il faut absolument que le patient y arrive contrôlé, surtout pour le diabète, avant une chirurgie. Ça, c'est une affaire, je te dirais, qu'on portait attention, mais je te dirais pas assez. J'ai lu dans le journal, tu me diras, c'est vrai ou faux, jusqu'à 40% des cas sont voués à l'échec en termes de chirurgie bariatrique ou métabolique maintenant. Bon, vrai ou faux? La problématique de... Ben vrai, je vais dire faux, je vais dire pour quelle raison. Parce que le problème qu'il y a, c'est que malgré tous les consensus, on ne s'entend pas sur qu'est-ce qu'un regain de succès. Poids. Qu'est-ce qui est considéré un échec? Est-ce que je pourrais t'en énumérer, là? Je fais partie de l'Association mondiale de chirurgie bariatrique. Encore, à chacun des meetings, les gens essaient de présenter une espèce de guideline. Qu'est-ce qui devrait être l'évaluation? Alors, sais-tu que le patient a repris tant de pourcentage après son nadir, donc son meilleur poids? Sais-tu que parce qu'il a perdu moins que 20%? Alors, il y a un paquet de processus. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que dans les articles, dans la littérature, bien, les gens choisissent une interprétation. Il n'y a pas de consensus. Ouais. Alors que si on revient à la chirurgie, l'indication, on l'a dit, et c'est un consensus mondial. On opère à tel IMC versus oui ou non la maladie, diabète, pas diabète. Mais pour ce qui est du regain de poids, c'est difficile parce qu'on n'a pas de consensus, mais est-ce que ça arrive qu'un patient va revenir à son poids original, même plus? Il y en a. Il y a des patients qui vont échouer totalement. C'est une difficulté autant pour le patient que pour le chirurgien. Puis on n'a pas encore trouvé c'est pas écrit dans le front du patient. Hein. On fait des fois la même procédure. Tu le sais, des fois, on a des chirurgies standards. Tu fais la même procédure. Il y a une patiente qui, elle, va avoir un résultat spectaculaire. Elle va perdre 75% de son excès de poids. Puis l'autre patient, il n'atteindra même pas la moitié de ça. C'est difficile de voir les prédicteurs, mais est-ce qu'une personne, par exemple, qui a à la base un trouble de comportement alimentaire de type hyperphagique, c'est plus difficile peut-être parce qu'il y a déjà un fond de troubles de santé mentale en lien avec les aliments? Tu as 100% raison. Et là, tu vois, dans notre environnement, tu le sais, tu as déjà travaillé dans le milieu hospitalier, c'est l'environnement, l'encadrement nutritionnel est ce qu'il y a le plus difficile à faire. On n'est pas capable, on n'a pas le personnel nécessaire de nutritionniste pour encadrer. Il faut que les patients soient suivis quasiment de façon, je dirais pas hebdomadaire, mais au moins de façon mensuelle pour les accompagner, puis on n'est pas capable de le faire. Oui, puis on le voit dans toutes les études, que ce soit après une chirurgie ou après un autre mode d'intervention, le suivi entouré de professionnels, c'est ça qui explique, qui contribue au succès de la démarche. Tout à fait. Tout à fait. Puis ça prend... Oui, vas-y. Non, je ne veux pas t'interrompre, mais tu vois, un des bels exemples, tu sais, dans le passé, il y a une technique chirurgicale qu'on a utilisée qui a été abandonnée, qui s'appelle l'anneau gastrique, qui a longtemps été quelque chose qui a été utilisé. Mais quand tu regardes, il y avait à peu près une seule place dans le monde qui avait un succès quand même significatif, c'était l'Australie. Mais quand tu regardais leur encadrement de leurs patients, il était vu à tous les mois, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors que les autres services, en général, n'offraient pas un suivi adéquat, puis tu n'atteins jamais l'objectif. Parce que ce qu'on veut, juste pour une petite parenthèse, on veut au moins que le patient perde 50% de son surpoids. Ça, c'est un critère. Ça, c'est ça. Oui, c'est bon, ça. Lui, il est très bien défini. Okay? Quand on parle d'échec, là, le niveau d'échec, si un patient, exemple, il a 100 livres de trop, je veux perdre au moins 50% de ça. Si je ne l'atteins pas après un an, après 18 mois, là, d'emblée, on considère la chirurgie comme un échec.
Mhm. Comment tu vois l'avenir du traitement de l'obésité dans 10 ans? Là, on est rendu où? Honnêtement, on en a parlé un petit peu tantôt avec l'approche de la médication. Je pense que ça va être un travail complémentaire. Donc, on parlait tantôt, c'est sûr que l'encadrement psychologique, l'encadrement nutritionnel est essentiel, malgré qu'on n'offre pas assez de services, ça, on le sait. La médication va devenir un complément. Fait que là, ça devient vraiment un travail d'équipe où c'est que dans une équipe de médecine ou de chirurgien bariatrique métabolique, on va analyser toutes les phases. Est-ce que le patient a besoin d'un support psychologique, support nutritionnel, un support de kiné, d'activité physique, et après ça, on va suivre le patient et on va rajouter ou pas la médication selon le besoin du patient. Fait que comme tu vois, c'est un ensemble, c'est pas juste un élément. Comme dans le temps, le patient y arrivait, personne ne s'en occupait. Nous, les chirurgiens, ça fait plus de 25 ans qu'on s'occupe des patients avec les problèmes de surpoids, mais il n'était pas encadré de façon aussi précise que ce qu'on vient de discuter là. Alors, pour moi, c'est là l'avenir. Puis la médication va avoir sa place. Mais elle a un défaut, la médication, Isabelle. Hein, c'est qu'au moment qu'on l'arrête, on reprend tout. Et si on a reçu une experte sur l'Ozempic, puis c'est clair, là, tu arrêtes, tu reprends tout. Le poids perdu, la faim revient. Donc, c'est vraiment, c'est pas la solution parfaite non plus. C'est pas la solution parfaite, exactement. Je rappelle que tu as un super podcast, un balado, toi aussi, qui s'appelle La poche gastrique, que tu co-animes avec Dr. Alexandre Bougie. Vous êtes rendu quoi, à 7 épisodes maintenant? 7 épisodes, oui, exactement. Puis de vous parler de chirurgie, d'intervention nutritionnelle. Écoute, honnêtement, on a beaucoup de plaisir à faire ça parce qu'au début, quand on a lancé le podcast, on avait un peu d'idées où c'est qu'on voulait aller, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que les patients aiment l'écouter parce qu'ils vont chercher de l'information. Fait que ce qu'on avait parti au début au début, on était un peu trop technique, je te dirais, on a expliqué un peu beaucoup les chirurgies, les concepts. Finalement, le patient, il veut l'entendre, mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut vraiment qu'on l'accompagne dans sa chirurgie, puis on lui donne de plus en plus des trucs. On fait venir beaucoup d'invités. Maintenant, c'est la méthode, je pense, qui est la meilleure. Je pense que c'est plus dynamique. Et les gens vont chercher des informations qui leur servent. Fait que là, c'est ce qu'on reçoit comme commentaire. Ça m'aide beaucoup. Le patient nous écrit, ça nous aide beaucoup. Fait qu'on est super contents. Ah, vraiment. Puis je l'ai écouté, puis je vais y aller, je te promets. Je te l'ai promis. Merci. Je vais y aller à ton podcast. Donc, c'est La poche gastrique sur toutes les plateformes, Facebook, YouTube, Spotify, évidemment. Et tu fais un beau travail. Merci de ton temps aujourd'hui, Pierre Garneau, chirurgien. Vraiment apprécié. Merci beaucoup, Isabelle, pour l'invitation. Ça fait plaisir.